Je préférerais qu'il soit déjà prêt. Nous prendrons l'apéritif ici, puis nous irons dans la salle à manger. Je préférerais que le déjeuner soit déjà prêt. Il n'est qu'une heure. Nous ne déjeunons jamais avant 2 heures. C'est pas la faute de la cuisinière. Alors c'est de ta faute. Je lui ai dit que ça devait être prêt une demi-heure plus tôt. Tu aurais dû lui dire 1 heure plus tôt. Pourtant, c'est toi qui m'as dit qu'ils arriveraient à 1 heure et que le déjeuner devait être servi à 1h30. À 1 heure. Oh diable, qu'est-ce qu'ils attendent, enfin? Pourquoi ne descendent-ils pas? Ils ont dit qu'ils montaient juste poser leurs affaires. Ils sont fatigués à cause du voyage, il faut les comprendre. Et moi j'ai faim. Et je n'aime pas attendre. Léon Nikolaïevitch Tolstoï n'a pas même attendu le tsar en personne. Alors il ne va pas se mettre à attendre un blanc-bec d'écrivain et sa femme. Ça fait 10 minutes à peine qu'ils sont arrivés. 15. Ah, Comme plat principal, il y a quoi? tête de veau. Parfait. Ce Tchekhov, comme ça, en vrai, me semble différent de la photo. Sur la photo, il avait l'air, je sais pas moi, quelconque. Il est bien sur la photo. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il est bien sur la photo? Qu'est-ce que tu insinues par là? Je comprends pas ta question. Qu'est-ce que tu voulais dire en disant que Tchekhov est bien sur la photo? Je veux dire qu'il est beau. Physiquement? Oui, physiquement. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Il n'a aucune virilité. Il est fade. Tu veux dire qu'il a l'air d'un intellectuel avec une grande vie intérieure? Ah non! Plutôt sans vie intérieure. Je ne décèle pas chez lui de détermination, de force, de prestance. Et tu as conclu à tout ça en 2 minutes. Tu sais que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour évaluer qui est commun. Je suis surpris que Tchekhov t'ait semblé si... Beau. Oui, beau, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça, un homme beau? Je ne sais pas comment ça peut même t'effleurer l'esprit. Parler des hommes de manière aussi binaire, beau, pas beau, beau, pas beau. Très bien, Tchekhov n'est pas beau. Pourquoi tu dis ça maintenant? Parce que c'est ce que tu veux entendre. Et pourquoi je veux entendre ça? Parce que toi, mon cher, tu n'as jamais été beau. Même quand nous nous sommes mariés. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Tu avais un visage, un corps harmonieux, et pourtant tu étais laid. Il fallait toujours que tu mettes en avant ces traits virils et résolus. Tu voulais toujours montrer de manière insistante et ennuyeuse que sous cette peau qui est la tienne se cachait une énorme vigueur masculine. J'ai vite trouvé cela très drôle. Et moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu dises d'un Tchekhov qu'il est beau. Tu lui as dit dans ta lettre pourquoi tu l'invitais? Non, Il va être surpris. peut-être. Il ne se doute sûrement de rien. Je lui ai écrit de venir pour 2 semaines. En bref, qu'il vienne passer 2 semaines avec nous à Yasnaya Poliana. Donc, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et s'il refuse ta proposition? Ah, ça m'étonnerait. Ce sera un grand honneur pour lui. Je suis convaincu qu'il acceptera de suite. Et sa femme? La saison théâtrale vient de se terminer. Elle peut passer tout l'été avec lui. De toute manière, si à l'automne elle joue dans un nouveau spectacle, elle peut apprendre son texte ici. Elle aura paix et silence. Une comédienne. J'ai jamais aimé les comédiennes. Ah, pourquoi? Elles paraissent toujours trop sûres d'elles. Olga me semble délicieuse et ravissante. Délicieuse, ravissante. Foutaise? Mais jamais. Ils arrivent. Excusez-nous d'arriver si tard. Oh, mais non, mais non. Votre chambre.
Votre chambre vous plaît-elle? Oh oui, elle est magnifique. J'adore les chambres avec de grandes fenêtres. Nous avons un peu tardé parce que nous n'arrivions pas à ouvrir l'une de nos malles. Anton a laissé la clé à Moscou. Oui, je ne sais pas comment cela puisse produire. Je l'ai oublié tout bêtement. Mihailo, Ah non, non, ce n'est pas nécessaire. Il l'a ouverte comment? avec un couteau. Oui, avec un couteau. Je voulais juste un petit peu, mais tout le mécanisme s'est arraché du cuir. J'ai réussi à l'ouvrir, mais je ne pourrai plus jamais la refermer. Enfin, à clé en tous les cas. Anton est triste parce que la malle était un cadeau de maman. Oh ma chérie, je suis désolé. Tu sais, je voulais juste avec un petit couteau. Mais ce n'est pas grave, ça se répare. Oh, j'ai bien peur que ça ne se répare pas. Non. Vous savez, ce genre de choses me dépasse. Quoi donc? Oh, ces petites réparations et autres choses du genre. Ces choses, il faut les laisser aux domestiques. Nous, malheureusement, nous n'avons pas de domestique. Oui, mais nous en avons. Mikhailo aurait été plus rapide et plus adroit. Désormais, pour tout ce dont vous aurez besoin, Mikhailo sera à votre service. Maintenant, je vous en prie, asseyez-vous, les verres sont pleins, buvons. Avec grand plaisir. Bienvenue à Yasnaya Poliana. Bienvenue. Nazdrovie. 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 Na zdrowie! Na zdrowie! Oh, votre veste est tachée. Oh, j'ai raté le verre. Oh, ce n'est rien ma chérie, juste une goutte. Rien de grave. Je suis un peu myope, vous savez. Ah, mais nous sommes toutes myopes. Donc, encore une fois, bienvenue. J'espère que Clairière lumineuse vous plaît. Yasnaya Poliana. Ah oui, oui. Elle est vraiment très lumineuse. Oui, moi j'adore ce genre de clairière. Et cette forêt aussi. Eh oui. Le plus bel endroit du monde, le plus bel endroit. C'est ici que j'ai écrit Guerre et paix et Anna Karénine, quasiment toute mon œuvre. Moi j'ai lu Anna 2 fois. 2 fois, seulement 2 fois. Oui, je voulais dire depuis votre invitation. Avant, je l'avais lu de nombreuses, très nombreuses fois. Ah, combien de fois? 9. 9 fois. Oui, oui. Ce roman doit être relu de nombreuses fois, avec attention, afin d'y pénétrer, enfin, d'en comprendre tous les sens, enfin, de nombreuses fois. Vous savez, Léon a réécrit 7 fois Anna Karénine avant de l'imprimer. Mais vous aussi, sûrement, vous devez écrire et réécrire. Eh bien écoutez, cela dépend. Vous savez, le plus souvent, Anton écrit d'une traite. Comment cela, d'une traite? Il s'assoit et il écrit. Ah, donc vous ne retravaillez pas vos textes? Eh bien non, je ne les retravaille pas. Non. Et c'est la première version que vous publiez? Dans la plupart des cas, oui. Typique d'un jeune écrivain. Vos nouvelles semblent si travaillées, polies, abouties. Je ne comprends pas comment vous y parvenez. Vous savez, Léon se bat avec chaque phrase. En fait, il n'a jamais écrit avec facilité. Sophia, on ne va pas parler de ma façon d'écrire. Pourquoi pas? On ne va pas parler de ma façon d'écrire. Ce qui est important, c'est que je sois le meilleur écrivain russe, alors ma manière d'écrire importe peu. Très bien, on ne va pas parler de tes difficultés à écrire. Juste avant que vous ne descendiez, je voulais te demander à mon cher mari pourquoi il vous avait invité ici à Yasnaya Poliana. Comment, pourquoi? Pour un séjour à la campagne? Sophia, on ne va pas parler de cela maintenant. Pas seulement pour la campagne, mon cher Tchekhov, pas seulement pour la campagne. On en parlera plus tard. Mais pourquoi plus tard? Je suis très curieuse de savoir ce que Tchekhov va répondre, si Tchekhov va accepter. Accepter quoi? Léon va vous le dire. Sophia, ces gens viennent à peine d'arriver. Mais il faut leur dire tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un simple séjour à la campagne, mais d'autre chose.
qu'il ne pense pas que le grand Tolstoï les a fait venir juste comme ça. Pénible, hein, tu deviens, mais pénible. Juste direct, chérie, juste direct. Bon. Puisque Sofia m'a trahi, je voudrais, cher Tchekhov, vous proposer quelque chose. Quelque chose qui va prolonger votre séjour tout l'été. Tout l'été, c'est un travail. Pour des gens ordinaires, ce serait un travail. Pour des écrivains, c'est un plaisir. Bon, je suppose que vous avez lu les Conversations avec Goethe de Eckermann. Oui. Moi non. Ah, mais c'est un livre dans lequel ce Eckermann, secrétaire de Goethe, a noté de nombreuses réflexions de Goethe sur tous les aspects de la vie, de l'art à la politique. Avant de se coucher, Eckermann notait tout ce dont il avait discuté dans la journée avec Goethe, bien évidemment seulement s'il considérait que Goethe, ce jour-là, avait dit quelque chose de brillant ou digne d'être relevé. Goethe est le plus grand écrivain allemand de tous les temps. Grâce à ce livre, nous savons tant de choses sur lui, sur sa vision du monde. Grâce à ce livre d'Eckermann, les pensées de Goethe, vieilles de plus de 60 ans, sont conservées à jamais. Léon pensait à quelque chose comme ça. Arrête de m'interrompre! Bon, j'ai lu vos nouvelles dans des revues. Je pense que vous avez un peu, du talent. Et je suis arrivé à l'idée que vous et moi, nous pourrions faire le même travail que Goethe et Eckermann. Vous pensez que moi? Oui, je pense. Vous m'en croyez capable? Pourquoi pas? Et vous avez pensé à un livre de conversation? Oui, ce serait dommage de ne pas offrir aux Russes ce que Goethe a offert aux Allemands, si ce n'est plus. Sans doute beaucoup plus. Donc, jeune homme, j'en déduis que ma proposition vous surprend, vous restez sans voix. Non, vous n'êtes pas obligé de me remercier, je sais que je vous fais un grand honneur. Oui, mais moi, je ne suis pas sûr. De quoi n'êtes-vous pas sûr? Ni comment, ni quand. Vous nous aviez invités que pour 2 semaines. Ah, je ne pensais pas faire ce travail en 2 semaines. Mais nous avons tout l'été devant nous. Mais moi, non. Je sais que c'est un travail énorme. Je vous paierai bien. 2000 roubles. Mais je garde tous les droits d'auteur. Non, je suis convaincu que ce livre se vendra bien. Toute la Russie veut savoir comment je suis dans la vie de tous les jours, dans les conversations les plus simples. Alors, acceptez-vous le travail? Je dois admettre que je suis un peu surpris. Je ne vous demande pas si vous êtes surpris, mais acceptez-vous? Je dois vous donner une réponse tout de suite? Parce que vous voudriez faire quoi? Vous le dire demain, si c'est possible. Me dire quoi, demain? Eh bien, je souhaiterais réfléchir jusqu'à demain. Réfléchir? Enfin, si c'est possible. Réfléchissez. Vous savez, je ne m'y attendais Bon. pas. Réfléchissez. Voulez-vous encore un apéritif ou souhaitez-vous passer à table? Déjeunons. Enfin, seul. Ah oui, enfin.
Oh, quelle journée! Alors, comment tu trouves Tolstoï? Je ne sais pas. Différent de ce que j'avais imaginé. On dirait qu'ils ne s'aiment pas tous les deux. Ouais, on dirait oui. Qu'as-tu décidé de faire de la proposition de Tolstoï? Je serais tenté d'accepter. Alors, pourquoi lui as-tu dit que tu souhaitais réfléchir jusqu'à demain? Il m'a pris de court et puis je voulais avoir le temps d'en parler avec toi. Je ne voudrais pas que tu passes ici tout l'été à ne rien faire si ça ne te convient pas. Oh, j'espère que nous aurons assez de temps pour nous. D'après ce que j'ai compris, nous passerons une bonne partie de la journée en compagnie de Tolstoï. L'après-midi, nous irons peut-être nous promener. Et le soir, tu passeras 1 heure à noter le meilleur de vos conversations. Mais ces notes, c'est tellement étrange. J'ai peur de ne pouvoir relater exactement sa pensée. Oh, je pense qu'il ne se fâchera pas si tu lui changes un peu son texte. Je l'espère, oui. Oh, et puis ces 2000 roubles, ils seraient les bienvenus. Toi, tu ne serais plus obligé de publier des nouvelles dont tu n'es pas entièrement satisfait. Et moi, je ne serais plus obligée d'accepter un rôle qui ne m'intéresse pas. Oh, comme on se sent bien quand on entre dans un magasin et qu'on n'est pas obligé de penser à chaque rouble. Se faire vraiment plaisir, ne pas penser au prix de chaque chose. Mais si l'écriture de ce livre te semble trop difficile, alors ne le fais pas. Comment pourrais-je refuser et rester ici encore 2 semaines à ne rien faire, alors que c'est précisément pour ce livre qu'il nous a invités? Il va gagner beaucoup d'argent avec ce livre. Et à toi, il ne donnera que 2000 roubles. 2000 roubles, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi Tolstoï m'a choisi moi. Je suis encore un jeune écrivain. Il aurait pu prendre quelqu'un avec plus d'expérience. Personne en Russie n'aurait refusé une telle offre. Non, personne. Mais toi, tu as quand même demandé 1 journée entière pour pouvoir me consulter. Et y réfléchir. Il m'a semblé, quand tu lui as dit que tu souhaitais y réfléchir jusqu'à demain, il m'a semblé que Tolstoï était très surpris. Oui, Hein? je l'ai remarqué. Quand il t'a serré la main, on aurait dit un ours. Hein? Le mieux serait que les conversations soient classées par thème. Comment ça, par thème? Vous noterez à un endroit tout ce que je dirais sur la littérature, à un autre tout ce que je dirais sur la religion, à un autre tout ce que je dirais sur la politique. Et il y aurait combien de thèmes? Je ne sais pas. Comme thème, nous pourrions avoir le mariage, la condition des paysans en Russie, important. Les relations de la Russie avec la France. Oui. Je pourrais peut-être intituler cela « L'influence de la France sur le développement de la culture et de la civilisation russe de Napoléon à nos jours ». Oui, bien. Bien, je vais beaucoup en parler. Un autre thème que nous pourrons développer, c'est l'amour. En général ou en particulier? Qu'est-ce que vous appelez en général et en particulier? Eh bien, vous souhaitez parler selon votre propre... Enfin, vous comprenez. Non. Souhaitez-vous parler selon votre propre expérience ou souhaitez-vous généraliser? Selon ma propre expérience. Exclusivement. Avec des exemples? Des vrais? Évidemment. Cela vous surprend. Je ne pourrais jamais. Vous ne pourriez jamais quoi? Je ne pourrais pas parler des femmes qui m'ont plu, non. Enfin, je ne pourrais jamais le faire en public. Enfin, je ne pourrais jamais le faire comme vous. Vous n'êtes pas Tolstoï. Il m'est permis beaucoup plus aux gens ordinaires. Mais comment votre femme réagira-t-elle quand elle lira un jour cela, avec le nom des femmes qui ont compté dans votre vie?
Elle me détestera et elle m'enviera. C'est ce que je recherche. La femme doit détester l'homme qui la domine. Et l'homme doit dominer la femme qu'il déteste, et la boucle est bouclée. Vous êtes d'accord? Eh bien, si je dois être honnête... Donc, vous n'êtes pas d'accord. Peu importe, notez cette pensée que je viens de dire. Laquelle? Celle sur la domination. Ah oui, tout de suite. Vous n'y arrivez pas avec votre femme Quoi donc? à atteindre cette situation de domination. Oh, je n'essaie pas, tout simplement. Donc, vous n'y arrivez pas. C'est un grand travail qui nous attend avec ce livre de conversation. Vous savez, le livre d'Eckermann est épais, mais le mien doit l'être encore plus. C'est vous qui Il décidez. doit faire 1000 pages, doit paraître monumental, doit montrer toute l'étendue de ma personnalité. Peut-être que 1000 pages sont un peu trop pour ce genre de littérature. Trop, vous dites trop? Oui, je pensais qu'un écrit plus ramassé... Non, vous avez raison, je suis d'accord pour 1000 pages. Au moins 1000. Au moins. Pour tout ce que j'ai à dire. Non, je voulais vous parler de la première page. De quelle page? De la première page de notre livre, voyons. Je pense que vous êtes d'accord que la première page d'un livre est la plus importante. Bon, avec la dernière, évidemment. La première page est bien plus qu'une annonce, qu'une introduction. Elle doit contenir la raison pour laquelle le lecteur ne lâchera pas le livre avant la fin. Elle doit contenir l'annonce du secret qui ne sera révélé qu'en dernière page. Dans la première page, on doit trouver tous les chapitres, toutes les subtilités, toutes les relations qui se cachent dans le livre. Quand on réussit la première page, le livre s'écrit tout seul. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Évidemment, ceci se réfère plutôt au roman, alors que ce sera un livre de conversation. Malgré cela, dans notre livre, la première page aussi aura une importance particulière. Alors, comment avez-vous imaginé la première page? Eh bien, pour la première page, je pense que ce qu'il faudrait, c'est... Eh bien, je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Vous n'avez pas encore eu le temps. Eh bien non. Ne pensez pas que pour la première page, il faudrait aborder le moment où nous nous sommes rencontrés? Oui, ce moment, hier, quand vous êtes sorti de votre fiacre, que vous vous êtes approché, que vous m'avez serré la main. Oui, il faudrait sûrement commencer par cela, Je oui. pense que le mieux serait de commencer par cette rencontre et qu'au travers votre description de mon apparition, le lecteur ait envie de lire les 1000 pages dans lesquelles je leur parle de choses et d'autres. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. C'est bien. Alors, comment allez-vous la décrire, cette première rencontre? Vous voulez dire dans quel style? Enfin, avec quel mot? On ne peut rien vous cacher. Eh bien, il faudrait que j'y réfléchisse. Ah oui, réfléchir. Oui, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'aurons pas le temps de nous retourner, voilà que l'été sera passé. Vous en êtes conscient. Et vous n'avez pas d'idée pour le début? Eh bien non, pour l'instant, je n'en ai pas. Dommage. Pourtant, nous n'avons pas beaucoup de temps. Bon, écoutez. Hier soir, quand vous êtes allé vous coucher, j'ai un peu réfléchi à ce début. Et comme j'avais un peu de temps, j'ai fini par l'écrire. Oui, comme vous l'auriez sans doute écrit si vous aviez eu le temps. Hein. Voulez-vous le lire? Bien sûr. Donc, ce n'est qu'une proposition. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le modifier. Hein. Enfin, un peu. Bon, et maintenant, allez-y, commencez. C'est écrit comme si c'était vous qui l'aviez écrit, en votre nom. Allez. Dans un bruit sourd de grelots, le fiacre s'approchait de la grande demeure sombre. Dans quelques instants, je le savais, j'allais rencontrer le plus grand écrivain russe de tous les temps, le comte
Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Notre voyage touchait à sa fin, mais je sentais qu'un nouveau voyage commencerait bientôt, à condition que Tolstoï l'accepte. Un voyage à travers l'univers de Tolstoï, aux sources mêmes du génie de son esprit. Je ne savais pas encore à cet instant si Tolstoï allait accepter que je fasse un livre de conversation avec lui. L'idée qu'il puisse refuser me terrifiait. Et il ne se refuserait pas seulement à moi, mais aussi à la foule entière de ses lecteurs. Enfin, le fiacre s'arrêta devant l'entrée de la demeure. À peine mon épouse et moi en étions-nous descendus qu'une figure remarquable apparut à la monumentale porte d'entrée. C'était lui. D'un pas décidé, il s'approcha de nous, souriant, mon cœur défailli. Tolstoï me regarda de ses yeux profonds, nous nous serrâmes la main comme deux bons vieux amis. À cet instant, je fus conquis par sa gentillesse, sa spontanéité, sa bonté. Je savais que se tenait devant moi l'homme qui avait pénétré tous les secrets de l'âme humaine. Ça vous semble comment? Oui, c'est bien. Oui. Oui, moi aussi, je pense que ça peut être un bon début pour vous. Enfin, nous aurons du temps pour améliorer cette partie. Peut-être oui. Et vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer? Bien, peut-être. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce qui vous a déplu? Rien. Ah, mais alors, laissez le début tel quel. Il faut avoir dès le départ à l'esprit ces 1000 pages. La richesse quantitative et qualitative du livre que nous souhaitons écrire. Ah! Enfin, vous voilà! Tiens, vous allez nous promener jusqu'aux abords de la forêt. Regarde ce que je t'ai rapporté. Aïe! Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, je me suis piqué une épine. Oh, pardon, chérie, j'ai pas fait exprès. Bon, ce n'est pas grave. Aïe! Tu y as encore. Moi aussi, je me suis piqué. C'est la première fois de ma vie que je vois une femme offrir des roses à un homme. Antoine aime tant les fleurs. Absurde. Comment avance votre travail? Bien. Parfaitement bien. Tiens, j'allais justement parler avec Tchekhov de mon thème préféré, le mariage. Pouvons-nous écouter? Oui, bien sûr, bien sûr. Tchekhov m'a demandé, Léon Nikolaïevitch, que pensez-vous du mariage? Tiens, reprenez votre question pour qu'on puisse poursuivre. Léon Nikolaïevitch, que pensez-vous du mariage? Le mariage. Le mariage. Ce mot inventé de toutes pièces. Cet état de bonheur mensonger pour les naïfs, les solitaires, les malheureux, les aigris de la vie. Cette fausse oasis de paix. J'ai toujours eu une mauvaise opinion du mariage. Même avant notre mariage? Cesse de m'interrompre. Je disais, le mariage est l'état dans lequel un individu mène un autre, lentement mais sûrement, vers la démence. Ce cheminement vers la démence s'accompagne généralement de sourires et de bonnes intentions. La femme est une sorte de sangsue invisible dont le corps voluptueux s'attache à l'homme et le vide de son énergie, de sa volonté, de son esprit et de ses espoirs. Ça, c'est moi.
en le vidant de son sang, elle le défigure et le détruit. Les faibles acceptent cet état. Heureusement, les gens avec une volonté et une forte personnalité, Comme toi. rapidement après le mariage, se rendent compte de cette soif de sang, de cette inclination fatale à détruire l'homme. Alors ils s'arrachent de l'étreinte de cette bestiole enragée, la sevrant de leur sang. Ensuite, ils continuent à vivre aux côtés de cette sangsue, en sentant sa fureur, sa froideur, sa soif de sang. Ils continuent à vivre, en sentant de leur cou le souffle de cette sangsue, de l'étreinte de laquelle ils ne peuvent s'arracher. Tu te crois drôle? Non. Tu ne l'es pas. Du tout. Tu comptes publier tout ce que tu viens de dire, là? Oui, avec grand plaisir. Ça, tu ne vas pas le publier. Si, Non. si. C'est ce qu'on verra. On continue notre conversation sur le mariage et sur ma femme. Si vous voulez. Je ne te laisserai pas. Sous ce toit où nous avons vécu toutes ces années, je ne te laisserai pas sous ce toit parler de moi ainsi. Tu ne me laisseras pas parler ainsi sous ce toit? Non. Bien, nous deux, nous allons sur la terrasse poursuivre notre travail. Et vous deux, vous pouvez rester sous ce toit. Non, il ne l'a pas fait intentionnellement. Il l'a fait accidentellement, peut-être. Ce genre de choses ne se disent qu'intentionnellement quand on déteste quelqu'un de tout son cœur. Je revaudrais ça. Ces écrivains égoïstes. Votre Antoine est sûrement pareil. Non, je ne pense pas. C'est ce que vous vous imaginez. La vie aux côtés d'un écrivain, c'est l'enfer pour une femme. Votre Tchekhov ne vous force-t-il pas à marcher sur la pointe des pieds lorsqu'il écrit? Non, Non. Il ne vous interdit pas de l'interrompre dans son travail, peut-être. non. Non, il dit que je lui suis plus chère que l'écriture. Et que par conséquent, je peux toujours l'interrompre. Vraiment, toujours. Ce ne sont que de belles paroles. Il prend sûrement toutes les décisions tout seul sans vous consulter. Il me demande mon avis sur tout. Ouais, mais il a certainement sa propre opinion sur ce qui est le mieux pour vous. Il ne s'immisce jamais dans mes affaires. Il n'aura jamais une occasion de dire que sans vous, il écrirait beaucoup, beaucoup plus, mais que vous lui prenez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il ne m'a jamais rien dit de tel. Tous pareils, ces écrivains. Vous avez entendu ce que mon mari a dit sur le mariage, sur moi? Il écrit ce livre pour m'humilier, me ridiculiser publiquement. Je le connais, il doit toujours montrer qu'il est supérieur aux autres, toujours. Mais je vais me venger. Et vous? Vous pourriez m'aider. Où voulez-vous en venir? Votre mari prépare avec Léon un livre de conversation dans lequel Tolstoï dira du mal de moi. La meilleure vengeance ne serait-elle pas que vous et moi, nous écrivions un livre de conversation dans lequel je pourrais dire comment est le véritable Tolstoï, un livre dans lequel je pourrais le mettre à nu, montrer son vrai visage. Oh, mais je n'ai jamais rien écrit. Mais juste une petite aide. Je ne sais pas si j'en serais capable. Mais réfléchissez. Notre livre se lirait beaucoup plus que le leur. Notre livre serait bien plus intéressant que le leur. Mais nous ne sommes pas des écrivains. Ne refusez pas avant d'y avoir réfléchi. Ah, mais je suis comédienne, moi. Oh. Et quand un comédien écrit un livre, on dit qu'il le fait parce que son métier de comédien ne lui suffit pas. Oh, mais c'est sans importance. Ce qui compte, c'est que dans ce livre, moi, je dirais des choses énormes qui vont choquer la Russie tout entière. Vous comprenez?
toutes deux, nous avons la possibilité d'écrire le livre le plus lu et le plus intéressant du pays. Et comment partagerions-nous les droits d'auteur? Je vous donnerai 1000 roubles. Quant aux droits d'auteur, je les garde pour moi. Je pourrais peut-être accepter des tantièmes, mais même pour cela, il faut que je réfléchisse. Je dois y réfléchir. Et à quel pourcentage pensez-vous? 30% pour moi, 70% pour vous. Vous demandez trop. Ce livre se lira grâce aux choses que j'ai à dire, pas à cause de vous. Je pourrais peut-être accepter 10%. Mais moi, non. Ne refusez pas avant d'y avoir bien réfléchi. Votre mari pense-t-il se manifester bientôt? J'ai bien peur que non. Il a bu trop de vodka, il s'est affalé sur le lit, il s'est endormi. Ah, mais avant ça, il m'a chargé de vous dire qu'il vous donnait votre liberté pour cet après-midi. Ah, dommage. Olga est partie toute seule à cheval. Je vais la rejoindre, vous remercie. Pourquoi dommage? C'est l'occasion pour nous deux de nous retrouver seuls quelque temps. Je vous croise toujours, soit avec mon mari, soit avec votre femme. Vous y croyez, vous, à ce livre de conversation? Que voulez-vous dire? Pensez-vous que ce sera un bon livre? Se peut qu'il soit intéressant, oui. Je pense qu'il sera ennuyeux. Pourquoi? Parce que le mot qui reviendra le plus fréquemment sera le mot « moi ». Le fait que Tolstoï ait décidé d'écrire ce livre ne peut signifier qu'une seule chose. Et laquelle? Qu'en tant qu'écrivain, il a tout dit. Il est fini. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai toujours respecté son travail littéraire. Du passé. Tout ce qui a de la valeur dans son œuvre, il l'a écrit il y a de très nombreuses années. Il n'a plus d'imagination. Son cerveau s'est desséché. Il est à court d'idées. S'il était encore le grand Tolstoï, il écrirait des romans, des nouvelles, pas de séniles réflexions. Peut-être a-t-il envie de s'exprimer de manière différente? Cette autre manière de s'exprimer n'a rien à voir avec l'art. Demandez-lui quel est le thème du prochain roman qu'il compte écrire, vous n'obtiendrez aucune réponse. Autrefois, avant, quand il était encore écrivain, il avait toujours en tête au moins un roman et quelques nouvelles. Maintenant qu'il se retrouve sans grande idée, il ferait mieux d'avoir le bon goût de se taire. Mais ça, il ne sait pas faire. Il veut qu'on entende sa voix à tout prix. Et au lieu d'offrir aux gens des histoires intéressantes, il leur offrira des réflexions stériles, séniles, un texte destructeur dans lequel il s'attaquera, tu vois, à sa femme, aux autres écrivains, aux politiciens, à l'église. Grâce à ce livre, il reviendra bien au premier plan. Non comme un écrivain, mais comme un vieillard qui crache sans retenue sur tous. Pour la première fois,
Tolstoï va écrire un livre sans aucune valeur artistique et vous allez l'aider dans ce travail. Vous ne dites rien. Non, oh, oui, enfin... Savez-vous pourquoi il vous a choisi comme assistant? non, je ne sais pas. Parce qu'il a découvert un grand talent à travers vos nouvelles. Et qui sait qu'un jour vous serez bien plus qu'un jeune écrivain prometteur, ce qui est votre statut actuel. Tolstoï est devenu destructeur. Et dans sa destruction, il détruira aussi votre talent. Vous êtes vraiment doué. Mais grâce à ce livre, on parlera de vous comme de l'homme qui a écrit un livre de conversation avec Tolstoï. On oubliera Tchekhov, l'écrivain. Je ne sais pas pourquoi vous voyez les choses ainsi. Parce que je m'y connais beaucoup plus en littérature que vous ne pouvez l'imaginer. Et je sais très bien combien les choses insignifiantes sont en réalité importantes dans l'art. J'ai vu à travers les années comment Tolstoï devenait Tolstoï et comment d'autres écrivains, pas moins talentueux, déclinaient, disparaissaient. Étrange. Ce sont les chemins qui conduisent un artiste à la gloire et en emmènent un autre vers l'anonymat. Croyez-moi, la valeur n'est pas le seul critère décisif. Je ne sais pas pourquoi je parle avec vous de choses sérieuses au lieu de parler de choses originales, agréables. Une conversation sérieuse exclut-elle obligatoirement une conversation agréable? Mais oui, en général. J'avais vraiment envie de me retrouver seule avec vous. Je sentais que ce moment pourrait être en quelque sorte unique et assurément votre présence me plaît. C'est bien de se retrouver seule en compagnie d'un homme aussi charmant que vous. J'espère que de mon côté, je ne vous suis pas indifférent. Si, enfin non, je veux dire, je n'ai rien contre vous, mais... Anton, puisque c'est la volonté divine que nous passions l'été ensemble, ne serait-ce pas un péché de ne pas le passer de la meilleure façon qui soit? Oui, en effet, oui. Nous pourrions passer un bon moment tous les deux. Il suffit que nous le désirions. Êtes-vous d'accord avec moi? Je pense que ce travail sera intéressant, malgré les doutes que vous avez quant à la valeur de ce livre. Anton, non! Ça fait longtemps que je ne vous parle plus du livre. Je parle de vous. Voilà 2 ans déjà, depuis que la Gazette littéraire a publié une photographie de vous, que j'attends cette rencontre. Et enfin, vous êtes là devant moi, aussi beau que sur la photographie. Ah, mais c'est une très mauvaise photographie, faite à la va-vite. Ce serait dommage que cet été se passe en conversation et prise de notes ennuyeuses sur d'énormes âneries. Je peux vous offrir beaucoup plus. Ce serait dommage de laisser passer une telle occasion. Oh, je suis désolé, mais ma femme et moi... Oh! Oubliez votre femme! Je sais que je vous ai un peu brusqué, mais pas au point que vous m'humiliez en hésitant. Dans la plupart des cas, l'Église se comporte mal envers les paysans. Je ne pense pas que cela vienne de l'incompréhension de l'Église envers les problèmes qui affligent les paysans. Je dirais plutôt que l'Église fait la sourde oreille. Vous avez noté? Oui. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec cela non plus. Mais je dois admettre, malheureusement. Ce n'est pas grave. Ben, pour le livre, ce n'est pas grave. Je sais que vous brûlez d'envie de m'exposer votre point de vue sur l'Église. Avec plaisir. Enfin, si vous le permettez. Oui, le mieux serait de laisser cela pour la fin de l'été. Quand le livre sera terminé,
Je vous donnerai l'occasion de me dire tout ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Pourtant, si nous procédons ainsi, ce ne sera plus un livre de conversation. Mais Un livre de monologue. Peut-être le mieux serait que je vous dise tout de suite avec quoi je ne suis pas d'accord. De cette manière, vous pourrez renforcer avec plus d'arguments votre point de vue. Et cela deviendra alors un véritable livre d'échange et de conversation. je vous dirai moi-même quand je penserai qu'une de vos interventions sera nécessaire ou quand il me semblera que vous pourriez donner un point de vue contraire du mien, sans que cela transgresse l'expression de ma pensée. Maintenant, je voudrais que vous me demandiez quelle est ma conception de l'amitié. Quelle est votre conception de l'amitié? L'amitié, selon moi, est pure fiction. Elle ne pourrait être possible qu'entre deux individus semblables, ayant les mêmes inclinations. Or, la vie réunit rarement deux individus semblables. Il est à noter que les esprits forts n'ont pas besoin d'amis. De temps à autre, ils éprouvent le besoin de parler, d'être en société, de se mêler à la foule, mais les grands hommes trouvent difficilement leurs semblables. Et l'amitié, comme je l'ai dit, n'est possible qu'entre pairs. Vous avez noté? Oui. Finalement, nous ferions peut-être mieux de supprimer ce que je viens de dire sur l'amitié. Peut-être, oui. J'ai l'impression de ne pas être parvenu à exprimer clairement ma pensée. Je suis un peu fatigué. Ce que j'ai dit sur l'amitié ne vous plaît pas? Non, ça ne me plaît pas. Alors gardez absolument cette partie. Vous allez me demander quelle est ma relation avec Tolstoï. Ça doit ressembler à une conversation normale entre deux femmes qui parlent d'un homme. J'ai pensé que notre livre pourrait se diviser en 3 grands chapitres. Dans le premier chapitre, nous parlerions de la période avant notre mariage, comment Tolstoï m'a séduite, comment il m'a demandé en mariage, puis le récit du mariage. Le deuxième chapitre raconterait la première année de notre vie conjugale. Durant cette première année, il était différent de ce qu'il est maintenant. Il ressemblait encore à un homme normal. Quant au troisième chapitre, le plus long, il relaterait tous les événements de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Que pensez-vous de mon plan? Globalement, ça va. Moi, cependant, je diviserai ces chapitres en petits épisodes. Je pense qu'il faut rendre chaque événement comme une sous-partie cohérente. Peut-être même, avant chaque épisode, pourrions-nous ajouter un sous-titre spécifique, afin que le lecteur puisse se repérer plus facilement après une première lecture. Nous devons supposer que nombreux seront ceux qui ne reliront que certains chapitres, et nous devons donc les aider à se repérer plus facilement dans cette abondance de données et d'événements. Bonne idée. Nous travaillerons dans ce sens.
Je voulais vous proposer de commencer cet après-midi après le déjeuner. Mais nous ne sommes pas encore d'accord sur le partage des droits d'auteur. Ah, moi, je reste sur ma proposition que vous touchiez 10% du tantième. Et moi, je demande toujours 30%. Mais vous déraisonnez, je pourrais sans aucune difficulté trouver quelqu'un qui ferait ce travail pour moins de 200 roubles. Bon, ne me faites pas rire. Nous savons toutes les deux que ce qui donne le plus de valeur à ce livre, c'est que c'est Madame Tchekhov qui converse avec Madame Tolstoï. En outre, vous savez comme moi qu'un grand nombre de personnes qui m'apprécient en tant que comédienne achèteront le livre par simple curiosité. Vous êtes d'accord avec moi? Il se peut, vous ayez raison. Peut-être que j'accepterais de vous donner plus de 10%, mais jouons carte sur table jusqu'au bout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon livre aura plus de valeur si on y trouve les mêmes choses que dans celui de mon mari, dans une autre version des faits. Et donc? Le manuscrit du livre de Tolstoï sera chaque soir dans votre chambre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. À la fin de l'été, quand leur livre sera terminé, le nôtre devra être presque achevé. Notre livre doit paraître en librairie une semaine après le leur, pour que cela ait un sens. Si nous tardons dans sa publication, nous manquerons notre coup. Vous voulez dire? Je veux dire que vous devrez chaque soir jeter un coup d'œil sur le manuscrit de votre mari. Je veux dire que ni Tolstoï ni Tchekhov ne doivent être au courant de ce travail. Je ne peux pas espionner mon mari. Pas même pour 20% du tantième? Pas même pour 20% du tantième. Et pour 25%? Pas même pour 25%. Ça fait un quart du total, je ne peux pas vous donner plus. Alors? Je dois y réfléchir. Oh, c'est une manie chez les Tchekhov. Eh bien, réfléchissez. Mais vite! Parce que le soir, parce qu'avec ses enfants, parce qu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, qu'un se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils d'haleine lui dirent: couchons-nous sur la terre et dormons. Qu'un ne dormait pas. Songeait au pied du mont, ayant levé la tête au fond des cieux, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres. Ah, vous êtes là? Pourquoi? Cela vous surprend? D'habitude, à cette heure-ci, vous dormez. C'est peut-être de votre faute si je suis réveillé. De ma faute? Pourquoi? Ma femme est partie sur une de nos terres. Votre mari est parti à cheval jusqu'au moulin. Ce qui veut dire que vous êtes seul. C'est une raison suffisante pour que je sois réveillé. Vous n'auriez pas dû renoncer au rêve à cause de moi? Vous êtes plus belle que mes rêves. À votre place, je me rendormirai. Être un jeune écrivain, c'est vraiment triste. Un jeune écrivain, on ne sait jamais s'il deviendra un grand écrivain. Je crois beaucoup en Tchekhov. Ah, je ne parle pas de lui, je parle des écrivains en général. Non, je pense que c'est triste d'être un jeune écrivain. C'est comme du jus de raisin qui ne serait plus du mou et qui ne serait pas encore du vin. Les jeunes écrivains, contrairement
aux gens ordinaires. Ils s'y connaissent un peu en écriture, mais en règle générale, enfin, à cet âge, à ce jeune âge, ils n'ont toujours pas derrière eux une œuvre majeure. Alors ils tendent encore vers ce quelque chose de grand qu'ils n'atteindront probablement jamais. Parce que sur 1000 d'entre eux, un seul est Pouchkine. Sur 1000 d'entre eux, un seul est Tolstoï. Quant aux autres, s'ils n'ont pas la chance de mourir jeunes, s'ils continuent à écrire, chaque nouveau livre les enfonce davantage. Les jeunes espoirs n'étaient qu'étoiles filantes. Et puis, vous en avez aussi toute une troupe qui, après des débuts prometteurs, se contente de... Ils les alépassent. Ils vivent convaincus qu'ils se consacreront à une œuvre littéraire véritable quand les temps seront meilleurs, et réussissent à faire croire que s'ils n'ont pas écrit une grande œuvre, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Mais ce n'est qu'un mensonge salvateur. Non, je disais que c'est triste d'être un jeune écrivain parce que nous savons d'expérience que sur 1000 d'entre eux... Je crois en Tchekhov. Oui, mais vous y croyez parce que vous en avez envie. Vous ai-je dit que, il y a 3 ans, je vous ai vu jouer. Vraiment? Oui, vraiment. Vous étiez merveilleuse. Vous avez vraiment du talent. De quel rôle parlez-vous? Ah ben, vous jouiez Anna Nikolaïevitch. Ah oui. Oui, j'adore ce rôle. Vous m'avez ensorcelé. Et maintenant, je me demande comment vous réussissez à paraître sur scène aussi résolue, aussi forte, alors que en privé, vous êtes complètement différente. Je dirais même que vous êtes maladroite. Sympathiquement maladroite, mais maladroite tout de même. Sur scène, je me sens mieux que dans la vie. Vraiment? Oui, vraiment. Sur scène, tout est défini. Tout est sûr, il n'y a pas de surprise. C'est de là que je tiens ma force et ma résolution sur les planches. Quant à la vie ordinaire, tout est incertain. De se connaître. Ah, vous voulez dire en parlant? Pas seulement de se connaître jusqu'au bout. Vous êtes belle. Vous l'imaginez. J'aimerais vous dire quelques mots. Laissez-moi prendre votre main. J'écoute vos quelques mots, mais je ne vous donne pas ma main. Et pourquoi cette timidité? Vous serez ravi que je ne devienne jamais votre maîtresse. Je ne pense pas que vous me repousserez. Aucune femme, jamais jusqu'à présent, aucune femme ne m'a repoussé. Eh bien, vous les avez sans doute choisis meilleurs que moi. Continuez donc ainsi à l'avenir. Regarde, ne faites pas l'enfant. Léon Nikolaïevitch, ne me faites pas perdre la bonne opinion que j'ai de vous. Maintenant, excusez-moi, mais je suis fatiguée.
Je voulais te parler de quelque chose. Dis-moi. Je ne suis pas sûre que nous soyons bien ici. Je n'en suis pas sûr non plus, mais Mais quoi? peut-être qu'avec le temps, ce sera mieux. Oui, et peut-être que ce sera pire encore. Ils sont si malsains. Peut-être que c'est mal ce que je dis, peut-être que j'ai pas le droit, peut-être que j'exagère. Non, non, je pense que nous partageons la même opinion. J'ai l'impression que toi aussi ça te déplaît ce travail sur ce livre. Pourquoi tu dis ça? Parce que ton regard est différent quand tu fais ce qui te plaît. Quand tu fais ce qui ne te plaît pas, tu ris différemment, tu es autre. Oh, tu exagères. Anton, je le vois bien que tu n'es pas satisfait, sois sincère, dis-moi. Ce travail me répugne. J'ai toujours respecté Tolstoï, l'écrivain, mais je suis navré d'avoir rencontré Tolstoï, l'homme. Ils sont si différents. Ça me perturbe. Je pense que nous ferions mieux de partir. Je ne veux pas que cet été soit gâché, nous l'avons attendu toute l'année. Nous étions persuadés que nous passerions de bonnes vacances. Comment pourrais-je refuser maintenant un travail que j'ai déjà accepté? Tu le dois. Mais comment lui dire? Je ne sais pas, mais je sens que nous devons partir. Ce soir, c'est leur anniversaire de mariage. Nous sommes les seuls invités. Et ils pensent nous faire honneur. Je pense que le mieux serait de partir tout de suite. Nous trouverons une excuse. J'ai bien peur que nous soyons obligés de rester. Tu seras malheureux en continuant ce travail. Je sais. Alors pourquoi? Attendons que la fête soit finie. Comme tu voudras. Mes chers amis, je suis enchanté, enchanté de vous voir là ce soir, avec moi, sans vous, et avec mon épouse. Sans vous, notre petite fête n'aurait pas été possible. J'ai congédié les domestiques. Nous ne voulons avoir personne autour de nous, personne à part vous deux, dans ces moments de célébration intime. Alors buvons. Buvons au jour où le chemin de Sofia et le mien se sont croisés. Nazdrov. 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 Santé. Kuda, kuda, kuda vejuda lilis, wiesni moje, slati dni, что день грядущий готови, его мой зор напрасно лови, благословен быть ми. Приход. C'est beau. C'est beau quand un homme et une femme partagent tant de souvenirs en commun. Oui, c'est vraiment beau. Eh oui, de nombreuses décennies se sont écoulées, hein, depuis le jour où nous deux, hein, chère Sofia. Ne parle pas du temps, mon cher Tolstoï, je suis pétrifiée à l'idée du temps écoulé. Alors, buvons ce verre pour oublier plus facilement le temps. Buvons. Ah, je suis content que ces jeunes gens soient avec nous. Hein, t'es contente aussi, hein? Sofia, t'es contente? Je suis très contente.
Sans eux, cet été ne serait pas aussi agréable. Ils sont tellement sympathiques. Ah, Tchekhov, rappelez-moi de vous dire demain quelques mots sur l'alcool. Hein. Je ne vous ai pas encore parlé de l'alcool. L'alcool, c'est mon sujet de conversation préféré. L'alcool se boit, ce n'est pas un sujet de conversation. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il fut un temps où tu pouvais boire beaucoup, maintenant tu ne peux que parler beaucoup. Je peux encore boire beaucoup. Oh non, ça fait longtemps que tu ne peux plus. Enfin, je peux. Mais tu ne peux pas. Je peux. Même moi, je peux boire plus que toi. Toi, tu vomis toujours quand tu bois trop aussi, c'est vrai. Tu vomis chaque fois que tu es saoul. Peut-être, mais je peux quand même boire plus que toi. Toi, tu peux boire plus que moi? Et moi, je peux boire plus Enfin, que tu ne me toi. fais pas rire, hein, tu m'offenses. Retire ce que tu as dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un sale mensonge de dire que tu peux boire plus que moi. Je peux vraiment boire plus que toi. Tu ne peux pas. Je peux. Bon, allez, on vérifie de suite. Nasdorov. On continue. On continue. On continue. Excusez-moi, mais Mais peut-être le mieux serait d'arrêter tout ça. oui, peut-être que ce serait mieux d'arrêter tout ça. Mais bon, pourquoi? Comment, pourquoi? Pour que votre fête ne se transforme pas en compétition. Oui, en compétition, il serait dommage qu'une soirée qui est si bien commencée. Non, mais Sophia m'a insulté, je dois lui prouver qu'elle a tort. Oui, mais peut-être il serait mieux de le faire, mais une autre fois. Oui, voilà, une autre fois. Ce n'est vraiment pas important de savoir qui peut boire le plus. Non, ce Hein, n'est pas c'est important de savoir qui peut boire le plus. Mais pourquoi vous mêlez-vous de notre vie? Chérie, pourquoi ces morveux se mêlent-ils de notre Ah, vie? mais ça, c'est l'éducation, ça. L'éducation, hein. Une mauvaise éducation. Nasdrovie. Nous n'oserions pas nous mêler de votre vie. Oui, il serait dommage que vous vous sentiez mal à cause de tout cet alcool. Que je me sente mal à cause de tout cet alcool. Que je me sente mal à cause de tout cet alcool. As-tu entendu, chère Sophia, as-tu entendu une ânerie aussi grosse ces 10 dernières années? Je ne me suis jamais senti mal, jamais. Tiens, vous ne pouvez sans doute pas boire plus de 3 verres. Eh bien oui, pour être franc, je m'arrête le plus souvent au deuxième verre. Eh ben, quelle honte! Pourquoi ça? Ah oui, je dis quelle honte. Surtout ne dites à personne ce que vous venez de me dire. Un écrivain et il ne boit pas. Encore une ânerie. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben voilà, je t'avais dit que l'alcool c'était pas pour toi. Oh, tu fais encore tes prêchis-prêchards. Oh là là, tu as vomi toutes tes tripes. Quel spectacle. Allez, que la fête continue. Nasdrovie. Tiens, dans notre livre de conversation, mon cher Tchekhov, nous parlerons de la beuverie de ma femme. Nous dirons à quoi ressemble la beuverie féminine. L'histoire d'une femme qui vomit, ça n'a pas encore été décrit, ça, en littérature, alors que c'est vraiment une scène inoubliable et répugnante. Que diriez-vous, mon cher Tchekhov, si je vous contais une bien meilleure histoire? Le personnage principal de cette histoire est un vieil écrivain. Ça ne m'intéresse pas, ton histoire. Ah, mais elle pourrait intéresser notre invité. Ça ne l'intéresse pas. Dites-moi, Anton, voulez-vous écouter mon histoire? Je vous écoute. Il était une fois un écrivain d'un âge certain à qui l'écriture ne réussissait plus. Arrête. Cet écrivain écrivait autrefois de grands et denses romans, mais d'un coup, Tu arrêtes. d'écrivain prolixe et brillant, il devint sec. Plus d'idées. Arrête ça. J'ai à peine de commencer. Je te dis d'arrêter. Cet écrivain vivait sur son domaine, retiré, loin du monde, mais toujours avide de notoriété. N'ayant, comme je vous l'ai dit, plus d'idées, alors qu'il voulait justement qu'on le lise et qu'on le glorifie, il décida d'écrire un jour un livre de conversation. Tu vas la fermer, oui. Ma petite histoire n'est-elle pas intéressante? Si tu ne laisses pas tomber ta petite histoire, je vais raconter à nos invités la petite histoire de la femme qui avait une mère invisible. Tu n'oseras pas. Si. Non, Si. Alors tu laisses tomber l'histoire. pas question. Alors je commence la mienne. Mais je n'ai pas terminé.
terminé! Moi d'abord, donc. Il était une fois une femme qui, jadis, fut une jeune fille. Et cette jeune fille avait une mère invisible. Et un jeune écrivain, dont on savait déjà qu'il deviendrait le plus grand écrivain russe, rencontra cette jeune fille. Arrête! Cette jeune fille ne parlait jamais de sa mère. Et le jeune écrivain était trop courtois pour lui demander quoi que ce soit à son sujet. Bon, à travers leur conversation, on sentait bien que maman existait, mais qu'elle n'était pas dans un sens importante. Bon. Puis un jour, notre jeune écrivain décida de demander la jeune fille en mariage. Il vint chez ses parents pour demander sa main. Il espérait, il pensait, rencontrer à ce moment maman. Mais il fut accueilli seulement par papa, dont il avait déjà fait connaissance, et papa, avec de bien belles paroles, excusa l'absence de sa femme. Le matin même, elle avait eu un petit refroidissement, elle s'était couchée et venait de s'endormir. Bon. Si bien que le père de la jeune fille donna sa bénédiction, la date du mariage fut fixée et la présentation à maman fut reportée. L'écrivain espérait rencontrer enfin maman le jour du mariage. Mais ce jour-là, maman eut un fort refroidissement et dut rester couchée. Le mariage se déroula donc sans elle. Et maintenant, voulez-vous savoir quand et comment notre jeune écrivain rencontra enfin Maman, la mère invisible de sa femme. J'ai bien peur que tu ne puisses raconter la suite. Je vais te trancher la gorge. Tu n'oseras pas. Oh que si! Je raconterai mon histoire jusqu'au bout. Seulement quand j'aurai fini la mienne, j'ai commencé la première. Donc, j'en étais resté au moment où notre cher vieillard décida d'écrire un livre de conversation. Il invita en son domaine un jeune écrivain pour l'aider. Tandis qu'ils écrivaient ce livre absurde et sans intérêt, il tomba amoureux de la femme du jeune écrivain. Oh, tomber amoureux est inexact. Je dirais plutôt qu'il la désirait. Il la désirait tant et plus qu'un jour, alors que le jeune écrivain s'en était allé à cheval jusqu'au moulin, il s'arrangea pour rester seul avec elle. C'est d'une banalité. Le vieil écrivain et la jeune comédienne. Arrêtez. Mon histoire ne vous intéresse pas? Si, au contraire. Continuez. Elle s'inspire de faire rire. Vous inventez. Vous avez l'imagination maladie, vous êtes folle. Olga. Folle! Tolstoï m'a tout avoué. Il m'avoue toujours tout. Il ne peut rien faire sans se confier à moi. Les hommes sont des enfants. Non, tu vas pas croire. Croire quoi? Non, je vais t'expliquer. Je n'ai pas besoin d'explication. Antoine, tu dois me croire. Te croire? Comédienne. Tes gestes, tes mots, tout est faux. Mais vraiment, Antoine, il ne s'est rien passé entre moi et ce Tolstoï. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Vous me décevez. Décidément, vous me décevez, mon cher Tchekhov. Vous me décevez en tout. Croyez bien que j'en suis désolé. Vous m'avez surtout déçu à cause de ce qui s'est passé entre vous et ma femme. Ce qui s'est passé entre vous et ma femme, c'est une honte. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Je ne sais vraiment pas, il ne s'est rien passé. Si, Je vous assure, rien! si, Tchekhov. Je sais tout. Sofia m'a tout avoué. Je sais tout.
C'est faux. Sachez que ma femme ne ment jamais. Ce que vous lui avez fait, c'est honteux. Alors il y a eu quelque chose. Une chose terrible. Alors c'est comme ça. Toi qui me parles de sincérité, de fidélité, tu es si pitoyable que même maintenant tu n'as pas le courage de me l'avouer. Je n'ai rien à avouer. Tu n'es qu'un lâche. Tu as entendu Tolstoï, il sait ce qui s'est passé entre toi et cette Sophia répugnante. Olga, comment peux-tu parler de la femme? Comment je peux? Tu la défends, ça ne te suffit pas de m'avoir humiliée devant elle, tu la défends en plus. Elle est ignoble. Vague. Oh mais je l'ai bien mérité, je laisse qu'on me prenne pour une imbécile. C'est normal qu'on profite de moi. Il y a eu mon sang! J'ai vu hier, j'ai vu comment elle te regardait, comment elle te dévorait des yeux. Elle me regardait, oui, comme tu dis. Mais moi, pas. Depuis des années, je regarde les femmes te dévorer des yeux, tu leur es si agréable. Mais je n'y prêtais pas attention. J'avais confiance en toi. T'es mon creux d'écrivain, sans doute. Je te dis que je n'ai rien à voir avec cette femme. Et maintenant, j'ai les yeux grands ouverts. Olga, il n'y a rien eu avec Sophia. Mais toi, je t'ai aimé de tout mon être. Et tout ce que tu mérites, c'est mon mépris. Antoine, j'entends ce que tu dis. N'approche pas. N'approche pas. Mon Dieu, comment peux-tu... Olga! Ne prononce pas le nom de Dieu. Antoine! Et la fête continue. On parlait de quoi déjà? Vous parliez de mon mari et de votre femme. Ah oui, votre mari s'est comporté de façon dégénérante. Votre mari s'est très mal conduit. Votre mari a osé repousser ma femme. La femme de Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Ce blanc-bec a dit non à ma femme. Votre mari n'est pas un homme, madame. Votre mari n'est pas un homme. Bon, je vais peut-être pouvoir achever mon histoire. Que l'on finisse. Donc le vieil écrivain resta avec la jeune comédienne, ce vieil écrivain qui désirait tant ce corps jeune et tendre et souple. Mais elle lui dit non. Lui qui affirmait qu'aucune femme ne pouvait lui résister, il reçut l'affront de s'entendre dire non. Olga, je suis désolé. Ma chère Olga. Votre chère Olga est une cruche arrogante. Repoussez Tolstoï. Quelle insolence, quelle prétention. Maintenant, mes chers amis, je vais enfin pouvoir achever mon histoire. Je te l'interdis. Elle n'est pas finie, donc, si je ne m'abuse, notre jeune écrivain avec une femme dont la mère restait invisible. Or, un jour, tiens, juste un an après le mariage, il séjourna dans une ville dont il ne pouvait que visiter le plus beau monument, une luxuriante et somptueuse maison close. Le propriétaire lui proposa la prostituée la plus âgée de la maison. Il lui assura qu'elle était la meilleure des putains. Et vraiment, notre jeune écrivain ne fut pas déçu. Et à l'aube d'une nuit fougueuse et passionnée, il demanda son nom à la dame si expérimentée. Et là, il faillit s'évanouir. Il venait de comprendre que devant lui se tenait maman.
ta maman. Faux! Ma mère n'est pas une putain. Elle s'est enfuie avec son amant, mais elle n'a jamais été une putain. Oui, elle a fui ton père avec son amant, mais après que son amant l'eut laissé choir, elle a fini dans la maison cloche. Personne ne pouvait le savoir, ton père cachait ça à tout le monde, qu'elle s'était enfuie, qu'elle était devenue une pute. Tout le monde croyait que maman était gentiment à la maison, que c'était en raison d'une maladie, qu'elle n'apparaissait pas en société. Tu es un ignoble bâtard! Fille de putain. Tu es fille de putain. Je te tuerai! Un jour, je te tuerai! Tu n'oseras pas. Oh, que si! Oh. Et si on racontait à nos invités comment tu m'as demandé en mariage? Non, ça suffit si maintenant. Si on leur tais-toi. racontait comment j'avais juré que je ne t'épouserais que si tu parcourais 10 mètres sur les genoux en criant « Je serai ton esclave! Je serai ton esclave !» Elle ment. À mes pieds! À genoux! Ton esclave! Fille de putain. Dur! Sale teigne. Charogne! Tête de veau. Chancy. Excusez-nous! Olga et moi, nous irions bien dormir. Quoi? Nous sommes un peu fatigués. Comment? Vous voulez nous abandonner alors que nous fêtons le... Qu'est-ce que nous fêtons déjà? Notre anniversaire de mariage. Si vous le voulez bien. Eh bien non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Savez-vous au moins ce que c'est qu'un anniversaire de mariage? Ce que c'est qu'un mariage? Toute une vie ensemble, dans l'amour partagé, un amour héroïque au cœur des intempéries. Nous vous faisons l'honneur de partager notre bonheur, de participer à notre petite fête intime, et vous, comme ça, c'est pitoyable. C'est la nouvelle génération, ça. Pour eux, rien n'a de valeur, rien. Allons-y, Olga. Mais attendez. Qu'est-ce qui leur prend? Quelle mouche les a piqués? Apparemment, nous avons exagéré hier soir. Apparemment, oui. C'est vraiment dommage qu'ils soient partis. Hein. Oh, c'est dommage, oui. Ils ont attelé leurs chevaux si vite et... Fuit. Ils sont partis. Pour toujours. Ah mais ça, ils reviendront pas. Hein. On va s'ennuyer sans eux. Sans eux, cet été ne sera pas aussi agréable. Oh, j'en ai assez de ta Yasnaya Poliana. On dirait un cimetière. Paix, silence et ennui. Pourquoi tu me cries dessus? Bah, je crie pas. Hein? Je crie pas. Oui, il m'avait semblé. Tu sais, je suis pas plus heureux que toi qu'il soit parti. Hein? T'aurais pu faire quelque chose, je sais pas, moi. Quoi? Les retenir. J'ai essayé. J'ai essayé. Non, mais
Ils ont vécu tout ça trop personnellement. Ils prennent tout trop à cœur. Ils sont trop jeunes encore. Si je comprends bien, après eux, l'hospice, le mouroir. Mais je vais consulter le dernier almanach des jeunes écrivains russes. Je vais inviter l'un d'entre eux pour l'écrire, ce livre de conversation avec Tolstoï. C'est dommage pour Tchekhov, c'était le plus prometteur. Et quand il se sera enfui à son tour, le remplaçant? Nous en inviterons un autre. Et après? Et puis un autre, et encore un autre, et encore un autre. N'aie pas peur, on n'est pas prêt de s'ennuyer à Yasnaya Poliana. Léon? Et si avec l'un d'entre eux tu le terminais, ce livre de conversation? Ça, je te le promets, il restera inachevé. Censure.